Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, en vous souhaitant un très bon dimanche à famille. Nous commençons, notre dimanche avec un invité, c'est monsieur Andrea Gombe, président de la dynamique Incarner l'espoir. Andrea Gombe, bonjour. Bonjour monsieur Sirmakoso. Merci d'avoir accepté cette invitation une fois de plus, Andrea Gombe. Vous êtes désormais reconnu comme étant le candidat déclaré, puisque cela a été mentionné sur cette revue, mais enfin on reviendra sur cette actualité. Mais déjà vous avez décidé d'aller à la rencontre de la diaspora. Je vous ai reçu dernièrement, je vous posais la question, mais est-ce que vous allez rester à l'international en oubliant la diaspora? Cette fois-ci vous avez décidé d'aller à Lyon pour rencontrer des diasporas. D'abord, pourquoi Lyon et non pas Paris? Bon, déjà, j'ai commencé à rencontrer les diasporas à Dakar, où j'ai fait 2 rencontres avec les étudiants. Dernièrement à Prague, j'ai rencontré quelques Congolais, mais c'est vrai de manière discrète. Et donc là, Lyon parce que c'est déjà la capitale des Gaules, pour ceux qui connaissent, la capitale des Gaules. C'est un endroit qui a été l'un des grands bastions de l'opposition au moment du premier exil de 97. Et évidemment, il était nécessaire pour nous de décentrer un peu le débat, de ne pas rester uniquement entre Parisiens et Franciliens, mais plutôt d'aller à la rencontre des autres Congolais qui n'ont pas toujours l'opportunité de participer au débat politique. Alors, est-ce que Paris, c'est un terrain trop miné, trop dur pour vous, pour nous dire, mais Lyon, ce sera un peu mieux, on respirerait mieux en province? Non, puisque à Paris, durant l'été, nous avons fait quelques rencontres informelles. Nous avons eu nos propres rencontres, certes internes, mais élargies et ouvertes avec la dynamique, notamment 2 rencontres à Montparnasse. Donc non, le Paris n'est pas plus difficile qu'ailleurs. Et ce n'est pas une question de difficulté, c'est juste une question de rencontrer les Congolais et de partager avec eux en fait comment ça se passe, ce que nous voulons faire, où nous allons, et de partager vraiment et d'échanger avec eux. Voilà, partager, échanger avec les Congolais, vous dites Andrea Gombe. Déjà, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a une dynamique diasporique, si vous me permettez l'expression, par rapport à votre candidature. Elle a été mal accueillie, notamment ici à Paris. Vous sentez comment aujourd'hui? Mal accueillie, je ne crois pas. Ce n'est pas une animosité quand même bien démontrée. Plus une expression du tribalisme profond qui gangrène la société congolaise qu'une animosité. Parce que les principales critiques, quelles sont-elles? Elles sont sur ma personne, elles sont sur mes chaussures, sur mes chaussettes, sur mon emploi présumé ou pas, sur mon origine ethnique supposée. Mais je ne vois pas de critiques sur le fond. C'est-à-dire sur la démarche elle-même, en elle-même, ou sur le contenu de nos propositions. Et c'est là où nous attendons les uns et les autres. C'est dans ce contenu-là de propositions. Bon, pour l'instant, nous continuons notre bon chemin. Et après, animosité, je ne crois pas, parce que mes équipes peuvent en témoigner. Chaque jour, nous avons des Congolais qui ne sont pas du milieu politique habituel, qui viennent, qui déclarent leur flamme, qui veulent travailler, qui s'engagent avec nous. Et pour nous, c'est le plus important. Et là, je pense à une personne, par exemple, de Rennes. Il y a des grandes personnalités sur Paris aussi qui sont avec nous, etc. Donc, non, si l'animosité il y a, c'est l'animosité du camp de l'immobilisme. S'il y a animosité, c'est du camp du ressentiment. Des gens qui, en fait, dans leur combat politique, avaient une visée de revanche ethnique. Et comme nous refusons ce discours de la revanche ethnique, nous devenons évidemment leurs ennemis et nous sommes fiers d'être les ennemis de telles personnes. Voilà, cette fierté sans doute serait partagée par les gens qui vous accompagnent. Alors, à Lyon, qu'allez-vous faire à Lyon, Andrea Gombe? Je vais rencontrer mes compatriotes, échanger avec eux, leur dire quelle est ma démarche, écouter leurs questions, leurs interrogations, et évidemment écouter aussi leurs propositions, parce que nous n'avons pas la science infuse. Nous avons une proposition stratégique à faire aux Congolais. Ils ont certainement une appréciation différente de cette proposition stratégique, et il est intéressant de confronter cela, évidemment, à la réalité du terrain, c'est-à-dire à l'opinion congolaise, et c'est ce que nous allons faire. Voilà, ce que vous allez faire à Lyon, vous savez quand même que Lyon, c'est un terrain très politisé, c'est quasiment l'équivalent de Paris. Est-ce que vous vous attendiez à un très bon accueil? Bien, vous dites aussi, là, vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont s'exprimer et rappeler que vous n'êtes qu'une imposture, que vous êtes géré par le pouvoir de Brazzaville. Je le prends sportivement parce que comme je l'ai toujours dit, je suis un libéral.
Je suis convaincu que chacun est libre de donner son opinion du moment où elle est basée sur des faits, sur une opinion, comme on dit, éclairée et informée. Ils viendront, ils donneront leur opinion, leurs sentiments. Je leur apporterai, j'espère, un complément d'information et de compréhension. Et le but n'est pas de les convaincre, mais de leur donner à réfléchir et à se positionner face à la gravité de ce qui arrive pour notre pays. Je l'ai suffisamment dit sur votre plateau, notre pays est menacé de dislocation. Et si nous continuons dans ces attitudes de rumeurs, de calomnies, de diffamation, nous n'allons pas améliorer notre sort. En revanche, si nous acceptons d'examiner les faits froidement, d'aller vers un apaisement social, d'aller vers une convergence sociale, peut-être qu'on pourra s'en sortir. Et c'est notre proposition. Et c'est une proposition de bon sens. Nous attendons simplement d'être reçus de manière fraternelle, c'est-à-dire d'échanger. Et je pense que ce n'est pas trop demandé aux Congolais de s'asseoir et d'échanger. Voilà, s'asseoir, échanger, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité, c'est monsieur André Ngombe, président de la dynamique Incarner l'espoir. André Ngombe, aller à Lyon, cela suppose une certaine logistique. On vous voit désormais parcourir la planète et maintenant vous êtes ici en France. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui ces questions vont être derrière vous ou bien les gens pourront toujours qu'on a s'interroger comment se fait-il monsieur Ngombe dans ses déplacements, qui paye ses déplacements? J'ai toujours été extrêmement transparent sur cela. La plupart du temps, je suis invité par des organisations avec lesquelles je travaille et qui trouvent mon travail pertinent, invité par des partenaires avec qui nous avons des relations politiques, comme mon voyage de Berlin avec le président de la communauté des Ouïghours. Et enfin, mon équipe, je suis désolé pour les gens qui ne le savent pas, j'ai une équipe avec laquelle je travaille, nous cotisons. Aller à Lyon, c'est en voiture, c'est 4 heures, 5 heures, c'est un aller-retour, c'est 300, 100 euros pour le transport, ça dépasse pas, c'est pas un budget faramineux. Et nous l'avions dit sur votre plateau aussi, nous faisons une campagne de pauvres parce que nous sommes des candidats, je suis un candidat du peuple. Je n'ai pas volé, je n'ai pas travaillé dans les administrations congolaises, je ne suis soupçonné de rien au Congo. Je fais ma campagne avec les moyens que j'ai, sans promettre ni sac de riz ni t-shirt, mais simplement en avançant des idées, en avançant une vision du Congo, en avançant évidemment avec ma conviction et mon engagement, et libre aux Congolais qui trouvent pertinent ce que nous faisons, de venir nous apporter une aide ou pas. Et évidemment, nous avons heureusement pour nous des individus qui nous aiment, qui aiment ce que nous faisons et qui participent à l'effort commun. En initiant André Ngombe ces rencontres en province, est-ce que vous êtes en passe de devenir le candidat qui va incarner l'espoir de la diaspora? Je n'aime pas ce terme parce qu'évidemment, nous avons des présidents de la diaspora, nous avons des présidents du Congo en exil. Il y a toutes sortes de fratanons. Oui. Ma candidature se place, certes, je suis dans la diaspora, mais je l'ai dit, la diaspora n'est pas un parti. Donc je ne peux pas être le candidat de la diaspora. J'aspire à être le candidat des Congolais. Mais lesquels? Les laissés pour compte. Je suis le candidat des laissés pour compte. Le candidat, pour prendre un terme facile, anti-système, au sens où je n'appartiens pas à ce système qui gère le Congo depuis 40 ans. Je suis aussi le candidat d'une certaine jeunesse, vu mon âge. Mais je veux être surtout le candidat des Congolais qui ont vécu dans la difficulté et qui obtiennent les choses au bout de l'effort. J'ai lu un peu par-ci par-là une moquerie sur mon niveau scolaire et mon Master 1, que je n'ai pas terminé puisque je n'ai pas fait de Master 2. Je veux dire, je suis le candidat de ceux-là qui n'ont pas pu finir leurs études pour des raisons économiques. Il fallait à un moment aller travailler plutôt que de rester dans les études parce qu'il fallait vivre vu que les parents ne peuvent pas continuer à supporter. Et je n'ai jamais été boursier de l'État congolais, de près ou de loin. Donc je suis le candidat de ces Congolais-là qui, dans leur vie, plus ou moins, à certains moments, ont dû se mettre à l'effort parce qu'il n'y avait aucun support ni d'un État ni d'un parent. Donc je veux incarner cette façon de faire, de se lever le bon matin, de se dire, peu importe ce qu'on fait, l'essentiel pour nous, c'est de garder notre dignité. Garder cette dignité, ce qui signifie aussi rendre un peu à cette diaspora sa dignité, puisqu'on sait aujourd'hui, elle est galvaudée, traînée dans la boue avec tout ce qu'on entend. Bon, après, ne prenez pas certains individus pour la diaspora tout entière. Ce serait faire un amalgame. Non, il y a des personnes très valeureuses qui font d'excellents travaux, qui font avancer la cause commune. Je pense en cela au grand frère Armel Jocelyn qui va bientôt aussi défiler là, voilà, au esprit en ce moment ou de dormir parce qu'il y a le décalage horaire, oui. mais qui il a Yokohama, qui va
faire honneur au Congo et à l'image de la diaspora en poussant les arts congolais, la sape, le vêtement, le vestimentaire au sommet. Je pense à cela, au basketteur Ibaka, même si nous ne partageons pas toujours les mêmes opinions vis-à-vis du Congo, mais qui, dans son sport, excelle et fait avancer. Donc, il ne faut pas réduire la diaspora à ce groupuscule ethnique violent qui essaye en fait de tirer la couverture et qui, en définitive, ne fait que galvauder sa propre image. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je pense que dans cette diaspora, elle est suffisamment diverse. Il y a le grand frère Youssef Bond qui est suffisamment honorable. Il y a tellement de gens honorables qu'il ne faut pas que ces petites tomates pourries viennent gaspiller tout le repas. C'est pour cela que je l'ai souvent répété à plusieurs reprises, c'est aux Congolais de choisir. Si les Congolais continuent à donner de l'audience, de la notoriété et même de la crédibilité à ces individus-là, c'est leur choix. Mais ça doit être un choix conscient. Ces gens-là ne prêchent que la haine et la violence. Je pense que notre pays a assez vécu de haine et de violence. Il faut passer à autre chose. Alors, en attendant qu'on passe à autre chose, André Ngombe, restons toujours à Lyon. À Lyon, il y a quand même des personnalités qui prennent de l'espace, je dirais, dans cet environnement politique congolais, ici au sein de la diaspora. Je pense par exemple à M. Mbéry qui anime, je dirais, le magazine, le site d'Ac Presse, qui n'a pas été tendre avec vous. Est-ce que vous allez le rencontrer à Lyon? Est-ce que vous souhaitez qu'il vienne à cette rencontre? Est-ce que vous pensez qu'il y a des tomates pourries qu'il faudrait éviter du côté de Lyon à Lyon? Non, quand je dis tomates pourries, je pense à des individus spécifiques qui prêchent la haine ethnique. D'accord. Et je pourrais même citer des noms, mais ce n'est pas ni le lieu ni l'endroit. Sans leur faire trop de publicité. Voilà. En revanche, je vous ai dit, je suis un libéral convaincu. Je suis un démocrate convaincu. La conférence, donc la rencontre sera publique. Je rappelle que c'est le 26. Voilà, le 26 octobre, samedi 26 octobre, à partir de 16h à 18h. Donc c'est ouvert. Si monsieur Mbéry de Dac Presse a du temps à venir consacrer pour écouter ce que j'ai à dire, il est le bienvenu. C'est ouvert. Le lion de Makanda. Il m'a fait l'honneur, et je le remercie beaucoup, de publier la date et le contenu de notre conférence sur sa page. Je le remercie beaucoup. Et il fait un travail de mobilisation pour que les gens viennent écouter, parce qu'il a certainement cette sagesse de vouloir écouter avant de juger, ce que beaucoup n'ont pas fait. Et donc, évidemment, c'est ouvert et il est le bienvenu, monsieur Claude Berry de Dac Presse, et même poser les questions qui dérangent. Oui. Je n'ai aucun... Donc, c'est une occasion que vous voilà, donnez. Moi, je n'ai aucun souci. Mmh. Du moment où c'est une opinion informée qui se base sur des faits, cette opinion est valable. Mais si c'est juste des élucubrations, il a même le droit de venir dire ces élucubrations. C'est aux Congolais d'en juger, ce n'est pas à moi. Si, face aux élucubrations qui sont proférées, certains font évidemment ce deux poids deux mesures, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de répondre à la diffamation, mais eux ont le droit de diffamer à longueur de journée, non. Ce jour-là, à ce moment-là, dans cette rencontre, je pourrais répondre parce que c'est un cadre beaucoup plus approprié que les réseaux sociaux. Voilà, un cadre plus approprié, mais c'est Zen TV, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct. Il y a déjà, on va juste rapidement sur cette question de visite en province, il y a Sat Missil qui dit à quand Bordeaux? Ben, je ne sais pas encore, je vais voir avec mon équipe, mais on va s'organiser évidemment. Et s'il est d'accord, il peut prendre la tâche avec mon équipe de campagne pour fixer cela. Ce sera beaucoup plus facile puisque n'étant pas bordelais ni girondin, c'est toujours assez difficile de trouver des salles ou des lieux. Donc c'est préférable d'avoir un référent local qui aide à cela. Voilà, donc cette missile, si vous avez le temps, prenez contact avec l'équipe d'André Ngombe afin de pouvoir organiser cette rencontre de Bordeaux. Alors, il y a aussi Franck Anani Lebon. Vous irez à l'élection avec le système électoral actuel? Oui, c'est ce qui est dit, je l'ai dit. Mais dans notre démarche de campagne, sur votre plateau, je l'ai dit, je peux le redire, nous sommes en train d'effectuer un travail pour mettre l'élection présidentielle congolaise dans l'agenda international. Ce qui implique que nous sommes en train de travailler avec différents partenaires afin d'améliorer les conditions de cette élection. Et évidemment, si les conditions ne sont pas suffisamment améliorées ou que nous n'obtenons pas évidemment gain de cause sur certains sujets que nous voulons avancer, nous aviserons à ce moment-là. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que nous n'irons pas, nous irons. Et nous avons bon espoir de battre le système actuel, puisque nous l'avons dit, le contexte international a changé. Ils ont signé avec le FMI, ils ont les mains liées,
ils ne peuvent pas se permettre un certain nombre de choses qui s'étaient permis en 2015-2016. Ensuite, le contexte international a changé. Il y a une exigence de la part de Paris, mais aussi de Washington, de moderniser la gouvernance électorale au Congo. Et cela se fait à travers USAID et d'autres organismes qui existent. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Nous avons besoin que tous les Congolais se mobilisent dans cette démarche-là. Et je l'avais dit aussi à Dakar, nous devons nous-mêmes déjà, non seulement en tant que diaspora, mais en tant que Congolais, arrêter d'être dans des préjugés. C'est-à-dire qu'avant que la chose ne soit arrivée, on est déjà en train d'anticiper le malheur qui va arriver. Et je pense en cela à la fameuse question du vote de la diaspora. Il est répété à envi par les gens que j'appelle les artisans de l'immobilisme que la diaspora ne vote pas. Or, aucun article de loi, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, n'exclut la diaspora du vote. Tout Congolais citoyen a le droit de voter. En revanche, il est vrai qu'il y a eu de la part du gouvernement actuel et des gouvernements précédents une volonté de ne pas organiser le vote des diasporas. C'est-à-dire que c'est juste une exigence matérielle d'organisation. Donc, je l'ai dit à Dakar et je peux le répéter sur votre plateau, c'est à nous, en tant que diaspora, de nous organiser avec évidemment l'ambassade actuelle, avec les représentants de la diaspora, avec le ministère de l'Intérieur français, et évidemment pour ceux qui sont dans d'autres pays, les ministères de l'Intérieur de leurs pays respectifs, de réclamer cela. Et c'est seulement par la réclamation, par l'organisation, que nous pourrons obtenir des victoires. Et ainsi, la diaspora pourra voter, puisque c'est juste un problème organisationnel. Il n'y a aucune nouvelle loi à prendre pour permettre ce vote. André Ngombe, à Lyon, vous aviez travaillé à une époque avec le mur donc, du Mabiala. Est-ce que dans le cadre de cette rencontre de Bordeaux, vous avez sensibilisé ou alerté de Lyon, pas de Bordeaux. Ben, c'est Satmissile qui nous met déjà dans l'esprit de Bordeaux. Non, Ne nous en foutez pas avec Bordeaux, s'il vous plaît, Satmissile. Laissez-nous d'abord parler de Lyon. Est-ce que, voilà, donc Jean-Noël Mabiala qui est à Lyon, est-ce que vous avez pris contact dans le cadre de cette rencontre de Lyon avec des entités politiques qui existent sur place ou encore des personnalités reconnues ou attendues pour être présents à cette rencontre? Je n'ai pas encore eu le temps personnellement de prendre attache avec Jean-Noël Mabiala, mais des personnalités de mon équipe ont eu le temps de l'appeler et évidemment il est cordialement invité. Mais comme je l'ai dit, dans notre démarche, il y avait une volonté d'ouverture. Nous respectons ceux qui sont sur Lyon, qui font un travail formidable, qui sont installés, implantés, mais nous avions une volonté d'élargir au-delà du cercle des habitués de la politique congolaise. Donc tout Congolais, y compris ceux qui se disent de la majorité présidentielle actuelle, sont les bienvenus pour écouter ce discours, pour écouter et échanger, pour poser leurs questions. Quelle est cette démarche? Pourquoi il y va? Qui finance? Tout ce qu'ils ont dans leur tête, ce sera le moment d'échanger. Et donc, au-delà des personnalités dites de l'opposition qui sont à Lyon, tout Congolais, citoyen, franco-congolais, suisse-congolais, peu importe qui Congolais, est le bienvenu. Voilà, vous êtes aussi les bienvenus sur Ziana TV, mesdames et messieurs, vous suivez en ce moment ce direct avec André Ngombe, président de la dynamique Incarner l'espoir. André Ngombe, votre actualité future, c'est, je dirais, Lyon, mais vous avez déjà eu une actualité passée, hein. Vous étiez à Washington et il y a quelques jours, vous rentriez de Prague. D'abord, Washington, c'était quoi l'objectif? Washington, c'est le prolongement de ce que vous savez que je fais, ce travail sur la corruption, puisque si vous remarquez souvent, mes voyages sont concomitants à des grandes révélations sur la corruption au Congo. Donc c'est vous qui alimentez Je fais partie, je ne suis pas tout seul. On est à plusieurs à travailler sur ces différents dossiers. Et il se trouve que je vais souvent dans ces endroits-là pour faire avancer ce dossier. Donc à Washington, cette fois-ci, il était question d'abord d'aller soutenir un de mes partenaires actuels et principaux, qui sont les Chinois de Tiananmen, qui avaient fui en 1989 et qui sont pour beaucoup implantés dans la banlieue de Washington. Ils avaient une rencontre sur la liberté religieuse en Chine, donc notamment le sort des Ouïghours, des Tibétains et des chrétiens chinois qui sont victimes d'oppression. Et donc, ils avaient une cérémonie de remise de prix et j'ai profité de ce voyage pour aller les rencontrer, affermir nos relations. Le deuxième volet, c'était toujours nos ateliers de lutte contre la corruption. Donc, je participe à des
ces ateliers pour faire des stratégies sur comment nous allons faire pour faire reculer les régimes kleptocratiques dans le monde. Et évidemment, je me retrouve avec mes condisciples, aussi bien de l'Angola, de la Guinée équatoriale et même d'Égypte. Donc vraiment, nous avons un groupe assez actif sur ces questions-là. Et enfin, la question qui me préoccupe chaque fois que je vais aux États-Unis, c'est de travailler à cette fameuse question de la gouvernance électorale congolaise et donc de voir un certain nombre de partenaires, de grandes ONG qui travaillent sur ces questions. Et j'ai pu être reçu dans l'une d'entre elles où j'ai présenté, y compris mon projet, ma stratégie, ma vision, mais pu transmettre un certain nombre de documents sur la gouvernance actuelle électorale et mes propositions d'amélioration. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer la gouvernance actuelle, il faut encore venir avec des propositions réalisables dans le temps imparti et avec des moyens malheureusement, y compris pour eux, limités, puisque le Congo est rarement une priorité internationale. Donc j'ai pu effectuer ce travail, j'en suis très heureux, j'ai pu faire tous mes rendez-vous en temps et en heure et après j'ai repris mon avion pour Paris et ensuite pour Prague. Voilà, donc les rendez-vous de Washington. Aujourd'hui, vous nous dites que les Américains suivent attentivement la situation qui évolue au Congo-Brazzaville. Je peux même vous dire pourquoi. Allez-y. Parce que l'Amérique est aujourd'hui le principal donateur pour aider les populations du Poul à retrouver leur village, à se remettre à l'agriculture et être réinsérés. C'est un programme fait par l'ambassade des États-Unis et l'organisation USAID. Et donc, le fait que les Américains financent la reconstruction du Poul fait qu'ils sont regardants sur les causes du problème. Qu'est-ce qui a provoqué la crise? Et cette réunion m'a permis de leur dire, vous avez financé la reconstruction, mais le problème sous-jacent n'a jamais été réglé, puisque la crise du Poul de 2016 est liée au contentieux électoral. Or, s'il n'y a pas d'amélioration de la gouvernance, s'il n'y a pas libération des prisonniers, s'il n'y a pas amélioration complète du dispositif législatif congolais, la crise va repartir en 2021. Et donc, vous aurez investi en vain. Les populations qui sont en train de se réimplanter seront obligées de fuir à nouveau, parce que le fond du problème n'a pas été traité. Est-ce que ce n'est pas un discours anxiogène là, mais c'est la réalité. Que vous transmettez? Non, c'est vraiment la réalité. C'est pourquoi je suis beaucoup reçu, comme beaucoup de gens pensent, ce n'est pas lié à un financement occulte, c'est à cause de la pertinence et la clarté, l'objectivité des faits que je mets. Si c'était simplement l'opinion d'Andrea Gombe, je pense que je ne serais pas reçu. Mais si j'emmène des documents, si j'emmène des faits, si j'emmène des choses vérifiables sans le concours de ma personne, les partenaires en face apprécient le sérieux, la pertinence et évidemment l'objectivité de ce que je produis. Et c'est pour cela que je suis reçu. Voilà, vous êtes reçu du côté de Washington. Aujourd'hui, vous dites, Andrea Gombe, les Américains sont très attentifs à la situation congolaise. Est-ce qu'on voit aussi aujourd'hui une présence américaine dans la sous-région? Est-ce que, par rapport à vos informations, c'est une stratégie sous-régionale ou bien on prend les pays au cas par cas? Non, il y a toujours ça participe des deux. Il y a le cas par cas, mais je l'ai dit et redit, il y a le problème de l'influence de la Chine dans le monde, de l'avancée de ce qu'on appelle les régimes autoritaires et des démocraties illibérales, qui sont en train, eux aussi, d'avancer un agenda pour promouvoir le développement par la dictature. Et en face, vous avez ce qu'on appelle le bloc des démocraties libérales, qui eux aussi ont un intérêt de propager un agenda différent. Et leur agenda, c'est un agenda évidemment de démocratie, mais évidemment de coopération et de développement par la démocratie. Donc, voilà un peu les grands blocs. Donc il y a ce grand conflit international et il y a des sous-conflits locaux. Et le conflit local au niveau du Congo-Brazzaville, il est connu. C'est celui d'une gouvernance depuis 40 ans qui s'aligne sur l'ensemble des positions chinoises, y compris celles qui mettent en péril le système international. Et en face, pour l'instant, il n'y avait que très peu de propositions alignées sur des positions libérales, démocratiques et pour certains... comme je le dis souvent, pro-américaine. Donc voilà, donc pour vous aujourd'hui, les Américains vont sans doute rééquilibrer au sein de la région par rapport, on sait que la France est quasiment en perte de vitesse. Non, la France n'est pas en perte de vitesse. La France a un jeu ambigu depuis très longtemps, aligné sur certaines positions chinoises quand ça l'arrange, aligné sur des positions américaines quand ça l'arrange, et donc elle est un peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Et il faut le dire et redire, la France est devenue une puissance moyenne, tant de manière économique, militaire, stratégique. Et donc les décisions concernant Brazzaville ne se prennent plus à Paris, mais se prennent à Pékin.
C'est-à-dire que le sort de Brazzaville ne dépend plus de Paris, mais Paris doit demander la permission à Pékin avant de bouger le moindre pion au niveau de Brazzaville. Et donc, dans cette configuration-là, il nous était nécessaire, nous, de chercher quel était l'ennemi systémique, sinon l'allié majeur qu'on pouvait trouver. Et nous sommes confiants d'avoir trouvé, aussi bien dans les États-Unis, mais aussi dans des pays comme le Japon, des alliés suffisants pour pouvoir débloquer la situation au niveau de Brazzaville. Voilà, mesdames, messieurs, toujours bien sûr en direct sur Ziana TV. Mon invité est André Ngombe. Après Washington, vous étiez à Prague, donc pour la 23e édition du Forum 2000, un forum fondé par, je dirais, le grand Václav Havel. Et aujourd'hui, vous avez participé avec des rencontres, comme vous le dites souvent, importantes. D'abord, la teneur, on en a parlé sur Ziana TV, mais revenir sur les grands moments de ce forum 2019, André Ngombe. Ce forum a été intéressant parce que, en tout cas pour moi, parce que j'y étais en tant que speaker pour une fois. La première fois que je suis passé, j'étais simple participant. J'ai cette fois-ci eu l'honneur d'être speaker. J'ai été speaker sur un panel qui parlait de l'Afrique et d'une prospective de l'Afrique dans 15 ans. Nous avons été reçus au niveau de l'ambassade d'Angleterre et cette session fermée nous a permis de travailler à différents niveaux, mais surtout, évidemment, comme d'habitude, j'ai pu plaider la cause des prisonniers politiques avec les 2 avis de l'ONU et le travail qui s'ensuit. En revanche, le thème de la conférence, c'était retrouver la promesse de 89. Donc nous avons, dans les différents panels, analysé cette fameuse année 89, qui est l'année de la chute du mur de Berlin, mais aussi, au niveau plus congolais, c'est l'année du début des grandes grèves menées par les syndicalistes, notamment Bokamba Yagouma, qui ont mené progressivement à la chute du régime pour la première fois donc en 92 avec la conférence nationale. Donc nous avons analysé ces phénomènes-là de cette année 89 qui était une année vraiment pivot. Et évidemment, j'ai eu le bonheur de rencontrer la plus grande personnalité de cette époque, l'ancien président polonais, Lech Walesa, prix Nobel de la paix, avec qui nous avons pu échanger, qui est un monsieur plein de sagesse et qui nous a bien fait comprendre qu'il ne faut pas négliger les petits commencements. Il disait lui-même, quand il s'est levé pour se battre pour la chute du communisme, personne n'était avec lui, personne ne croyait que c'était même possible et imaginable. Et il a commencé avec une dizaine de personnes et il dit, il a terminé avec plusieurs millions de gens derrière lui. Donc il faut se battre pour ce en quoi on croit, même si pour l'instant les gens ne sont pas conscients de la pertinence de ce que vous faites. Voilà, alors Prague, c'était un moment important. Revenons sur l'année 89. On sait quand même que cette année, à partir de la fin des années 80, c'est la perestroïka, les choses bougent un peu partout. Vous avez cité le cas du Congo, et il y a aussi d'autres pays d'Afrique qui étaient dans ce mouvement, je dirais, 89. Est-ce que vous avez essayé de voir, c'est vrai que vous parlez du Congo, mais en même temps, vous avez une vue sur le continent. Est-ce que vous avez essayé d'analyser sur le continent, qu'est-ce que ça a donné 89? Non, 89, c'est vraiment le début d'une vague de démocratisation amorcée depuis la fameuse conférence de la Baule de Mitterrand et qui crée un vent de démocratisation. Et nous faisions justement le parallèle 89-2019 avec le cas de Hong Kong, qui a été vraiment longtemps débattu, qui montre qu'il y a une aspiration nouvelle des peuples pour la démocratie et un refus du recul démocratique promu par la Chine actuellement. Il y a aussi ce refus des démocraties de plus en plus autoritaires et libérales. Donc on a parlé évidemment du phénomène des violences policières, du terrorisme en provenance des États, de l'intolérance qui monte, des régimes populistes. Donc nous voyons très bien qu'il y a un parallèle de conditions entre 89 et 2019. Oui. Et nous avons vu que 2019, en cela, fait vraiment écho à 89 avec la chute du régime de El-Béchir au Soudan. Nous voyons très bien le renouveau démocratique qui a eu lieu en Éthiopie. Donc il y a un vent, et je parle ensuite de l'Algérie qui est certes en difficulté, mais qui est vraiment en train de rentrer dans un processus de transition. Cette transition a échoué malheureusement au Zimbabwe, mais elle a suffisamment réussi en Tunisie. Donc nous voyons très bien qu'il y a vraiment cette poussée en Afrique inégalement répartie et que 2019, à bien des égards,
reste et encore similaire à ce qui s'était passé en 89. Et quelles sont les lueurs d'espoir que vous percevez quand vous analysez une fois qu'on a fait le constat et on dit quoi pour peut-être la décennie qui va arriver, 2019, 2035. Dans mon panel et dans mon allocution qui n'avait pas vocation à être complètement publique, je donne 2 scénarios. Je commence d'abord par dire que le leadership, ça compte. En Afrique comme ailleurs, le leadership peut et doit changer les choses. Et Maia Sandu, qui est la première ministre de Moldavie, l'a encore redit dans son allocution. Elle dit, les gens se plaignent d'avoir de mauvais politiciens, mais pour qu'il y ait de bons politiciens, il faut que les bonnes personnes acceptent d'aller en politique. Donc de se mouiller, de se confronter. Et je reprenais cette phrase pour dire, au Congo comme ailleurs, s'il n'y a que les plus mauvais, les plus véreux qui sont en politique, c'est normal que la politique soit mal conduite. Mais le leadership doit changer pour permettre le changement. Et les 2 scénarios sont lesquels? Nous sommes dans un scénario de dislocation des États tels qu'ils avaient été tracés par la colonisation. C'est le premier scénario. Faiblesse de gouvernement, corruption grandissante, peuple complètement désillusionné, donc ils ne veulent plus vivre ensemble, et des États comme le Burkina Faso, le Mali, peuvent à tout moment disparaître. Et un espace qu'on appelle l'espace Sanghaï, qui commence au Mali, qui termine au Niger, peut se reconstituer sous forme d'un califat ou de n'importe quelle autre forme islamisante. Vous avez des pays comme le Niger, certes qui essaient de faire des progrès démocratiques, mais qui peuvent à tout moment s'effondrer. Et un effondrement, que ce soit celui du Niger ou encore du Cameroun, va provoquer un afflux de population vers le sud, donc vers l'Afrique centrale, le Congo et toutes ces zones-là. Et malheureusement, les différences culturelles et surtout la rareté des ressources, donc l'accès à l'eau, l'accès à la terre, va provoquer, en tout cas à l'horizon de 2035, des massacres de grande ampleur. Donc voilà le premier risque. Haute piraterie, contrebande, effondrement des États tels qu'on les connaît. Parce que les gouvernements et le leadership n'aura pas changé suffisamment pour permettre à des populations sous-éduquées d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'emploi, et sachant que la population africaine, en tout cas au sud du Sahara, à 70%, a moins de 30 ans, donc extrêmement jeune. C'est le premier scénario, et c'est même l'un des scénarios les plus probables vu la tendance des choses et la corruption grandissante dans certains États. Mais il y a aussi le cas de l'Éthiopie qui montre qu'autre chose est possible. Avant la prise de pouvoir de Abiy Ahmed, l'Éthiopie était au bord du chaos. Mais le changement de leadership, la volonté politique affirmée d'aller vers la réconciliation, d'aller vers l'unité, a permis non seulement au pays d'éviter la dislocation, mais de redémarrer économiquement. Donc il est toujours possible, avec un nouveau leadership, d'inverser cette courbe macabre que je viens de dénoncer. Et donc, aussi bien en Éthiopie, aussi bien au Soudan, avec le nouveau gouvernement, et aussi bien au Congo, je pense que le leadership, le changement de leadership, des hommes politiques, des hommes d'État fermement assis dans la démocratie et dans la libéralisation de l'économie, peuvent éviter ce scénario. Donc, nous avons 2 scénarios. Un scénario que j'appelle le laisser-faire complet. Donc, nous pouvons continuer à nous complaire dans notre violence, dans notre tribalisme, dans nos bêtises, et aller vers la dislocation des États, ou décider que, avec du leadership, avec de la volonté, permettre aux gens de se mettre ensemble. Voilà, permettre aux gens de se mettre ensemble, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct et c'est sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Tous une précision à monsieur Giscard Ibaramiré. Ziana TV est un média de la diaspora, donc nous n'avons rien à faire ou de compte à rendre à monsieur Onvo qui va s'occuper plutôt de Télé Congo et de tous les médias confisqués qui font le Congo. Aujourd'hui, nous sommes un média libre, donc on reçoit qui on veut. Et M. Onvo n'a aucun ordre à nous donner. Voilà, c'est un peu dit avec les mots qu'il fallait, mais enfin, vous l'avez très bien entendu. Vous voulez peut-être dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je peux dire que simplement, juridiquement, vous êtes en France, donc vous dépendez plus du CSA que du Conseil de la liberté et de la communication congolais. Voilà, donc, alors, c'est pas une remarque anodine, puisque M. Ibaramiré vous fait remarquer monsieur André Ngombe. Il y a quelque temps, M. Philippe répétait les députés qui avaient, reprenez les députés qui avaient organisé une marche à Pointe-Noire sur fond de campagne électorale pour les candidats DSN. Monsieur Ngombe n'est-il pas hors la loi en commençant la campagne avant l'ouverture officielle de celle-ci?
Et à quand la rencontre des Congolais à Brazza, à Pointe-Noire ou à Dolisie? Déjà, la première partie de la question, je ne suis pas sur le territoire congolais, donc je ne suis pas tributaire pour l'instant dans ce cadre-là des lois congolaises. En revanche, si j'ai bon souvenir, dans la loi électorale, j'ai le droit en tant que politicien, en tant que politique, de propager mes idées. Donc je suis dans une démarche de propager mes idées, de dire ce que je vais faire. Est-ce que c'est pas une campagne déguisée? Parce que apparemment... Je suis désolé, quand matin, midi, soir, sur la télévision nationale, il y a la tête du dirigeant et ses réalisations. On peut parler de campagne déguisée. Quand il y a une inéquité dans le temps de parole au niveau du pays, de la disponibilité des lieux de conférence ou des lieux de campagne, bon, je suis désolé, il y a disproportion des moyens. Donc, il ne faut pas faire exprès et se voiler la face, faire ce deux poids deux mesures. Non, je suis en campagne, mais comme je l'ai dit, je suis en campagne pour faire campagne. C'est-à-dire que la campagne officielle n'est pas ouverte. Je suis dans une démarche de rencontre et d'échange. Je ne suis pas dans une démarche complète de meeting politique. Donc j'ai le droit de rencontrer mes concitoyens, de leur dire ce que j'envisage de faire, et ce n'est que normal. Voilà, ce n'est que normal, une question subsidiaire. Mais il y avait une deuxième partie de sa question. Voilà, la deuxième partie, c'était concernait la rencontre de Brazza. Oui, la rencontre de Brazzaville, je l'ai dit, si tout va bien, deuxième moitié 2020, avec le bonheur, je serai parmi eux à Brazzaville, au Congo, et je ferai le tour du Congo. Non, on ira à la rencontre de tout le monde, il n'y a pas de problème pour cela. Voilà, donc c'est annoncé, la moitié 2020, on vous verra au Congo, si tout va bien. Inch'Allah, comme disent les autres. Alors, est-ce que la dynamique Incarner Espoir sera reçue par le Conseil national du dialogue de Mbéry et Akwala? Aucune idée. Je ne suis pas membre. Avez-vous été sollicité? Non, pas encore en tout cas. Je ne suis pas membre du Conseil du dialogue. Oui. Mais enfin, est-ce que vous irez si vous êtes sollicité, puisqu'aujourd'hui, M. Akwala fait le tour? Ça dépend de comment on est sollicité. Si on est sollicité pour dire ce que nous pensons, notre avis sur le dialogue est public. Il avait été publié par votre confrère Bédiel Baouna sur son site. J'ai fait suffisamment de déclarations à ce sujet. J'ai même fait publier nos conditions. Nous pensons qu'il y a trop d'armes qui circulent au Congo. Là, on parle de désarmer les populations du Poul, mais il faudrait désarmer l'ensemble des populations du Congo. Il y a trop d'armes dans le Poul, c'est vrai, mais il y a trop d'armes à Mouyondi, il y a trop d'armes à Ouesso, il y a trop d'armes à Ouando, il y a trop d'armes à Oyo, il y a trop d'armes dans le Congo tout entier. Donc c'est pour cela que nous parlons, en tout cas dans nos propositions, de délocaliser le débat. On ne peut pas débattre sereinement dans le Congo à cause de la circulation des armes et de la circulation des mallettes d'argent. Donc il faut délocaliser le débat, soit dans un pays de la sous-région, l'Angola peut recevoir, nous proposions... Donc pour vous, si dialogue il a, pas au Congo? Non, à cause, c'est pas parce qu'on ne veut pas que ce soit au Congo, c'est parce que nous sommes objectifs, nous disons, il est compliqué de débattre sereinement au Congo. Quand en dormant la nuit, vous pouvez recevoir des gens en cagoule qui viennent vous enlever. Ou que pendant que vous êtes en train de débattre, vous allez aux toilettes, vous revenez, il y a tellement de mallettes qui ont circulé que la vie qui était là est changée par un autre. Donc à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire avancer la République. Et un pays comme Sao Tomé et Principe, qui est une île, peut recevoir les Congolais pour débattre. On peut rester dans la sous-région, mais de le délocaliser. Durant la guerre de 97, on aurait pu débattre à Pointe-Noire, à Mouyondi, à Oyo, mais on a décidé d'aller débattre, c'était au Gabon, à Libreville. Pourquoi? Parce que c'était le seul lieu où on avait l'assurance de venir sans se faire flinguer par derrière. Donc voilà un peu l'élément principal, et après il y a d'autres conditions que nous avions énumérées, mais elles sont disponibles sur les différentes pages que nous avons. Cristelino Mankou est quasiment dans la même perspective. Si dialogue il y a et qu'après Sassou propose de ne pas organiser l'élection présidentielle et pense à une période de transition vu la situation du pays, alors que M. André Ngombe s'est déjà déclaré candidat, quelle sera sa position? Mais il reste candidat, puisque même à l'issue de cette transition, il y aura une élection forcément. Oui. Mais surtout, la phrase est mal formulée. S'il y a dialogue, c'est pas à M. Sassou de décider. C'est aux instances du dialogue. Pour l'instant, non, mais justement, il a nommé s'il y a dialogue pour cela. S'il y a dialogue, et en tout cas dans une démarche pour aller vers une transition, c'est que M. Sassou accepte une partie de perte de pouvoir. C'est qu'il accepte de se mettre sous la tutelle des décisions de ce conseil. Si ce n'est simplement un conseil avec un avis consultatif, personne ne viendra. Il faut évidemment que les décisions de ce conseil soient exécutoires. Si elles ne sont pas exécutoires, c'est un énième dialogue à la CBT, à la EVO et compagnie. Il faut que les décisions d'un futur conseil vraiment
souverain puisse impacter la démarche de l'exécutif congolais. Et je pense que nous n'avons pas encore pris ce chemin. Voilà, vous avez au moins vous pris le chemin de Ziana TV, puisque vous suivez en ce moment cet entretien, mesdames, messieurs, avec André Ngombe, qui est notre invité. André Ngombe, restons déjà au Congo. Aujourd'hui, on a vu une ministre limogée pour... enfin, la raison n'est pas officielle, mais enfin, tout ce qui s'ensuit au niveau de ses écoutes. Vous prévoyez quoi, en fait, au niveau des pratiques, de l'éthique, vous, aujourd'hui, candidat? Qu'est-ce que vous apporteriez comme élément qui pourrait permettre au Congo de retrouver une certaine éthique, si on estime aujourd'hui, vu la situation du pays, la corruption et tout le reste, que les hommes et les femmes politiques sont un peu à côté de la plaque? Déjà, ce qui est difficile pour le Congo, c'est que toutes les lois existent. L'arsenal juridique... c'est facile. Voilà, l'arsenal... Non, c'est difficile. Pourquoi? Parce que l'arsenal juridique existe, mais il est en décalage avec les pratiques sociales des Congolais. Et donc, du coup, il y a toujours au Congo ce conflit entre la vie réelle des Congolais et la loi. Et l'un des axes principaux de ma réforme juridique dans mon projet, c'est de réconcilier les deux. Si, au Congo, quand on va voir une personnalité, un oncle, une tante, un père, et qu'on doit partir, on nous remet quelque chose, soit pour le taxi, comme on dit, ou pour la boisson, ou simplement pour montrer son rang social, et que c'est une pratique sociale ancrée dans la réalité des Congolais, il faut l'institutionnaliser. Il faut lui donner un cadre juridique. Il faut lui donner un montant donné. Il faut lui donner un barème pour permettre au Congolais qui va voir le ministre et qui reçoit cette mallette ou cet argent d'être compté dans un budget qui est un budget parce que c'est la réalité des Bantous. C'est comme ça que nous vivons. Or, si la loi l'interdit, comme la loi actuelle, mais que la pratique continue, la pratique devient illégale. Donc il y a une dissociation entre la pratique et la réalité qui tombe sous le coup de la loi. Donc il faut déjà rapprocher les deux. Trouver évidemment un juste équilibre entre ce qui est gardable dans la tradition, nécessaire pour avancer, et ce qui est farfelu et qui doit être enlevé. Donc ça c'est le premier axe pour nous, pour moraliser, c'est celui-là. C'est vraiment rapprocher nos coutumes, nos pratiques avec la loi positive, le droit positif. Nous ne pouvons pas vivre avec un droit napoléonien sans être nous-mêmes des Gaulois napoléoniens. Ça n'a aucun sens. Pour le cas de la ministre et tout ce qui s'en est suivi, il y a évidemment le respect de sa vie privée qui a été violé et nous condamnons cela fortement, mais il y a la nécessité de la sanction. Et la sanction, c'est de lui permettre, évidemment, à travers la démission, de se défendre face aux tribunaux. Enfin, nous avions Est-ce que pour cela vous félicitez le président de la République? Non, il n'y a pas à féliciter quelqu'un pour avoir fait ce qui est normal. Il n'y a aucune félicitation à avoir. Au contraire, nous sommes surpris que pour de telles broutilles, la décision a été rapide, mais pour des faits avérés graves de quasi-haute trahison, comme les cas des détournements faits par le ministre des Grands Travaux, ou encore l'hyper-scandale de l'ancien ministre des Eaux et Forêts, que ces individus ne soient toujours pas aux arrêts. Parce que ces individus, au contraire de cette dame, ont réellement mis en péril la souveraineté du Congo. Elle, en faisant ce qu'elle a fait, ce sont des combines politiciennes, mais qui, à la limite, ne mettent pas en péril la vie économique du pays. Or, ces individus que je cite mettent en péril la vie économique du pays. Et c'est vraiment à des échelles différentes. Je pense au ministre de l'Éducation supérieure, cité dans les Panama Papers. Monsieur Brunet-Huitois. Voilà, profondément mêlé à des affaires de corruption grave dans le système scolaire congolais et qui est toujours en poste. Toujours en poste. Donc, non, il n'y a rien à féliciter. Au contraire, si félicitations il y a, ça serait le jour où il prendrait réellement des sanctions contre ce que lui-même il a appelé des gros poissons. Voilà, mesdames, messieurs, toujours ici, en direct, bien sûr, sur Ziana TV. Alors, vous avez vu aussi, je dirais, le député Ngo, monsieur Dino Kombi-Salisson, que vous avez déjà eu sur ce plateau, avec des échanges pour le dialogue. Et là aussi, on est toujours dans l'éthique. Quel commentaire en faites-vous? Déjà, peu importe ce que je pense de cet individu, je n'ai pas toutes les données du problème. Je n'ai pas trop suivi le détail. Toute violence physique est condamnable, mais malheureusement, et heureusement pour lui, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Donc à ce titre, il ne peut être soumis à aucun arbitraire, ce
c'est-à-dire il ne peut pas faire l'objet d'une arrestation par la police nationale sans que son immunité ne soit levée par ses confrères de l'Assemblée. Donc nous renvoyons la responsabilité à M. Pierre Ngolo et à l'Assemblée nationale face à la gravité des faits et reprocher à cet individu de faire comme ils avaient fait pour le cas de l'honorable Okomi Salissa, d'aller vers une procédure de levée de l'immunité pour permettre à ce député de se défendre face aux juges de direction et d'expliquer comment il en est venu à porter main et même à attenter à la vie d'un de ses confrères de son propre parti. Oui. Et donc, faites confiance aux institutions congolaises. C'est pas une confiance aux institutions congolaises. Je vous l'ai dit, il faut qu'on sorte d'une attitude de préjugé. Je ne pourrais juger pleinement et durement ces institutions qu'au bout de la procédure. Si jusqu'à présent aucune procédure n'est engagée pour lever l'immunité de ce député, nous en tirons les conséquences. Que, y compris cette assemblée et ce bureau sont en train de protéger des criminels. Et ça sera évidemment à la fin de la logique. Mais pour l'instant, comme personne n'a saisi l'assemblée pour cela, nous ne pouvons pas nous prononcer. Voilà, il y a Landry Chitembo donc, qui dit pas mal de choses. D'abord, il souligne une contradiction par rapport à vos propos que vous avez tenus. Vous parlez d'insécurité au Congo, mais vous comptez quand même vous y rendre. Et il dit aussi l'archaïsme, il faudra donc dans ce cas-là institutionnaliser les deuxièmes bureaux ou maîtresses, puisque l'archaïsme ngombe revenir dans les traditions. Non, mais déjà, le deuxième bureau est dans la loi, puisque la loi autorise le Congolais à être polygame jusqu'à 3 ou 4 femmes. Donc c'est dans la loi. C'est même pas moi, c'est dans la loi. Donc vous renvoyez à M. Landry Chitembo, ça c'est le code de la famille congolaise. Voilà. Évidemment, je suis pour toiletter le code familial congolais, notamment sur les questions du veuvage, renforcer les droits des veuves. Je l'ai dit. Donc vous gardez les 4 femmes. C'est comme on dit, on ne peut pas retirer un droit. C'est un acquis pour les Congolais. On ne peut pas leur retirer ça. Si vous retirez, vous entraînez une rétroactivité de la loi. Celui qui est marié avec 4 femmes, il sort dans l'illégalité si vous l'enlevez. Donc il faut voir comment. Et ça ne peut être aussi que le fruit d'un consensus social. Moi, Andrea Gombe, je peux vociférer sur ma chaise et dire plus de 4 femmes, plus de 4 femmes. Je n'aurai jamais gain de cause. Mais en revanche, si collectivement la société congolaise décide d'avancer vers une monogamie à l'européenne, à l'occidentale, tant mieux. Je serai le premier content, mais je ne peux pas l'imposer aux Congolais. En revanche, sur des questions comme le droit des veuves, sur des questions comme la question de la dot, je l'ai écrit fermement, je suis pour une modernisation de ces choses-là, je suis pour une limitation des montants de la dot, je suis même pour la création d'une espèce de banque assurantielle pour permettre aux jeunes de faire face justement à ces coûts faramineux de la dot. Donc évidemment, il y a des évolutions à faire, mais elles ne peuvent pas être le fait du simple candidat que je suis, mais ne peuvent aller que dans un consensus social où les Congolais décideront ensemble de moderniser leurs coutumes. Mais là où je serai ferme, c'est sur les droits des femmes, le droit des veuves, les droits des orphelins, qui ne doivent plus faire l'objet de molestations par des oncles ou des tantes véreuses qui viennent et pillent le bien familial pour mettre des veuves à la rue. Non, ça c'est des points de doctrine sur lesquels je serai inflexible. En revanche, si un individu veut vivre sa polygamie en tant que bantou et que la loi et la constitution lui garantissent cela, je ne peux pas lui enlever ce droit sans avoir, 1, la majorité à l'Assemblée, et 2, avoir des députés qui iront voter pour cela. Et voilà. Et vous ne donnerez pas d'instruction aux députés, par exemple? Non, moi, ma volonté, c'est d'aller vers une monogamie, parce que j'estime qu'il faut lier cette polygamie à des ressources financières. C'est-à-dire, si on n'a pas la capacité de faire vivre 2, 3, 4 foyers, on ne doit pas avoir l'autorisation d'avoir plusieurs femmes. En revanche, je suis un libéral convaincu. Si un Congolais veut vivre dans un état d'adultère avec différentes femmes, ce n'est pas du ressort de la loi, c'est du ressort de sa vie privée. D'accord. Et quand il parle l'archaïsme ngombe, revenir dans les traditions? Je prends. Je n'ai aucun commentaire à faire pour cela. Voilà donc, mesdames et messieurs, bien sûr, toujours ici, en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous abordons l'actualité congolaise, africaine, mondiale, avec mon invité André Ngombe. Du côté de la sous-région André Ngombe, on voit qu'au Gabon, les choses vacillent. On voit que M. Biya
a libéré son premier ennemi. On sent aujourd'hui un mouvement du côté du Sénégal. Macky Sall finalement a pardonné et libéré le maire de Dakar. Et on voit un peu ces mouvements de libération là. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans cette logique pour appeler Denis Sassou Nguesso en fait à donner un nouveau souffle à la vie politique congolaise en libérant les prisonniers? Je ne suis dans aucun souffle d'appel vers M. Denis Sassou Nguesso. Je suis dans ma démarche. Comme dit si bien mon grand frère Guy Mafimba, nous sommes dans notre couloir. Nous faisons notre course dans notre couloir avec nos objectifs, notre vision. Je vous l'ai dit, 89-2019, il semble y avoir de plus en plus un parallèle. Nous sommes heureux de la détente qui est en train d'avoir dans la sous-région, avec le cas Biya, avec même la RDC où tout le monde a été quasiment libéré. Oui. Et donc, dans une possibilité de contagion, et je parle aussi du cas de lutte forte contre la corruption au niveau de l'Angola, où vraiment de vraies mesures anticorruption sont en train d'avoir place. Pour le Congo, tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant que candidats et en tant que dynamique, c'est de continuer à travailler pour que la pression internationale, les questions justement liées à la détente soient posées de manière de plus en plus cruciale, soient des conditions fermes pour les nouvelles ressources au niveau du Congo et pour permettre évidemment à M. Sassou, en son âme et conscience, de sentir que le chemin qu'il a emprunté depuis 2015 était en fait une impasse. Et que plutôt que de s'entêter dans l'impasse et d'aller vers des massacres à haute échelle dans le Congo, il ferait mieux de revenir au niveau du peuple, de revenir au niveau du Parlement, de revenir au niveau de la société, de dire je me suis trompé, j'ai voulu faire à mon gré, mais je sens que là, pour redémarrer le pays, il faut lâcher du lest. Et ça ne se fera qu'avec la pression. Je ne pense pas que nous sommes faits de l'appeler, et il y a eu plusieurs personnes qui ont appelé, vociféré, crié. Il n'a jamais réagi positivement. Et là même, le président Macron lui a fait une admonestation. C'était le 4 septembre dernier. Nous sommes fin octobre bientôt. Il n'a toujours pas bougé. Donc, si c'est simplement hurler contre lui, je pense que sa peau de crocodile supporte ça très bien. En revanche, si nous arrivons un jour, très bientôt j'espère, à faire saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies ou n'importe quel organe exécutif sur ces questions du Congo, oui, là il y aura suffisamment de pression pour qu'il lâche. La pression aujourd'hui s'exerce sur un homme, c'est Alpha Condé en Guinée, André Ngomé. Quelle lecture faites-vous? Bon, personnellement, je ne suis pas socialiste, donc cet individu, je savais très bien qu'il allait dériver. Hein, je le voyais de loin. Pour moi, c'était un populiste dangereux. Mais les gens lui ont fait confiance, ont voté pour lui et il a trahi cette confiance. Donc mon soutien à moi va au peuple guinéen, aux gens de Guinée Vote et aux différents collectifs de Guinée, de la société civile que je connais et avec qui nous avons travaillé, de rester fermes dans leurs convictions, de se battre pour empêcher ce troisième mandat. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est leur souhaiter bonne chance et relayer leur message. Est-ce que vous voyez un parallèle avec Brazzaville? Non, c'est pas le même parallèle. Parce que la région Afrique de l'Ouest est différente. Donc, ce sera difficile pour M. Condé de s'imposer. Puisque même les pays autour, donc je pense à son voisin direct qui est le Sénégal, ne peut pas accepter l'instabilité au niveau de la Guinée qui viendrait déstabiliser à nouveau la région de Casamance, qui est une région déjà fragilisée du Sénégal. Oui. Donc, il y a cette nécessité pour le Sénégal même de la stabilité. Et donc, Alpha Condé, je pense, ne va pas prospérer dans sa tentative. Voilà, Alpha Condé ne prospérera pas et pourtant on voit quand même que la situation du Gabon, elle aussi, ne prospère pas. Ali Bongo est dans une situation quasiment d'infirmité et pourtant il continue à diriger le Gabon. Oui, mais parce que la loi gabonaise en cela était assez claire. L'infirmité physique n'empêche pas de gouverner un État. En revanche, s'il avait été constaté une diminution ou une absence de faculté mentale à diriger, là peut-être que le principe de la loi qu'il voulait mais qui devait l'établir? Qui doit établir en fait? Normalement, ça devrait être deux médecins indépendants, mais ça n'a pas pu être fait puisque le Conseil constitutionnel l'a empêché. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le Congo-Brazzaville fait partie des États qui devrait normalement s'impliquer pour dénouer la crise gabonaise. Mais malheureusement pour nous, nous sommes nous-mêmes dans un état de faiblesse tel que
nous n'avons pas la possibilité d'empêcher l'effondrement du Gabon. Et je voulais parler, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette première perspective de l'effondrement des États. Je pense que ça a été extrêmement maladroit quand le vote du Haut-Ogooué a été manipulé à des degrés inimaginables, et donc qui a produit au Gabon ce qui n'existait pas du temps de Bongo Père, une fracture ethnique. Donc la fracture ethnique qui n'existait pas au Gabon commence à faire surface. Il y a comme un ras-le-bol des gens du Haut-Ogooué, et donc la possibilité, malheureusement, d'une confrontation, y compris ethnique, au sein du Gabon, ce qui est extrêmement dommageable. Donc nous sommes dans cette expectative-là. Nous ne savons pas où va le Gabon, nous ne savons pas où va le Congo-Brazzaville, nous ignorons où va le Cameroun, et nous ignorons où va aller la Guinée équatoriale. Donc nous sommes dans une sous-région qui danse complètement sur... justement, qui danse au bord du volcan, et nous pensons qu'il faut éviter l'effondrement et l'explosion de cette sous-région. Voilà, mesdames, messieurs, bien sûr, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Notre invité, Andrea Gombe, avec lequel nous abordons des questions d'actualité nationale, congolaise, bien sûr, et internationale. Andrea Gombe, il y a Petit Zanaga qui pose la question suivante. Étant donné que tu étais un soutien incontestable de Mokoko, s'il est libéré et qu'il devienne candidat, quelle sera ta position? Déjà, c'est faux de dire que j'étais un soutien inconditionnel de Mokoko. Nous avons travaillé avec l'ensemble de l'opposition, et je peux le mettre à témoin. Le député de Kinkala, Guy Brice Parfait Kolela, avait reçu mon appel au moment où il était encerclé dans sa résidence lors du référendum. Au moment de l'élection, quand il y a eu l'incident de Dolisie, il avait eu notre support et notre concours. Et, aussi bien l'honorable député Okobi Salissa que beaucoup d'autres personnes de l'opposition, dont même le président Kifisia. Donc nous avons travaillé avec l'ensemble de la plateforme FROCAD IDC CJ3M. Il s'est trouvé que dans la proportion à pouvoir l'emporter à ce moment-là, et en plus la dynamique de travail, le général Mokoko, au moment donné où il a fallu, a eu aussi notre concours comme tous les autres. Donc en cela, nous n'avons pas été soutien inconditionnel des uns contre les autres. Ensuite, dans l'après-élection, le général Mokoko, dans sa posture de vouloir l'emporter avec le peuple dans une mobilisation citoyenne, rejoignait notre stratégie. Donc il n'était que normal que nous puissions appuyer celui qui allait dans la stratégie que nous avions nous-mêmes acceptée et adoptée. Enfin, sur le soutien au niveau du fait qu'il était prisonnier et qu'il est toujours prisonnier, nous avons soutenu, et sur votre plateau vous en êtes le grand témoin pour l'histoire, nous avons soutenu l'ensemble des prisonniers politiques, y compris ceux avec qui nous n'avons pas d'affinité idéologique. Donc pour nous, la question des droits de l'homme, de la libération de tous les prisonniers politiques du Congo est une question de droit fondamental. Donc aussi bien le fait de défendre Gilles Fortuné Dombé, le journaliste, aussi bien de défendre le colonel Pika, aussi bien de défendre même le révérend Toumi dans sa rébellion, nous ne pouvons pas être pris en défaut d'avoir soutenu plus l'un qu'un autre. En revanche, nous sommes candidats jusqu'au bout, parce que nous pensons avoir une stratégie, nous pensons avoir une opinion à défendre devant les Congolais. Le général Mokoko libéré a le droit d'être candidat, et dans tout pays, dans toute démocratie ouverte, c'est des alliances qui peuvent être faites, mais du point de vue idéologique, du point de vue du projet. S'il se trouve que notre projet est admis et pris par un des candidats ou accepté par un des candidats, nous serons en coalition avec lui. Mais évidemment, ma stratégie et ma volonté, c'est d'être candidat jusqu'au bout, de porter mon projet jusqu'au bout et de le défendre devant mes compatriotes, y compris le général Mokoko. Donc vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout? Déterminé à aller jusqu'au bout. Voilà. Quelqu'un qui est déterminé, j'aimerais aussi savoir, Andrea Gombe, aujourd'hui, vous vouliez vous occuper des Congolais et on va parler des petits Congolais, notamment des écoliers. Alors, vous avez suivi la rentrée cette année. On voit que les pluies diluviennes n'arrangent pas trop les conditions d'apprentissage de ces enfants. Qu'est-ce que vous prévoyez, en fait, notamment en cette matière de rentrée? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme projet pour ces enfants, pour ces hommes et ces femmes qui se soucient
notamment pour l'éducation de leurs enfants, quand on voit qu'aujourd'hui, l'école publique est abandonnée au profit de l'école privée? L'école publique est abandonnée au profit de l'école privée parce que certaines écoles privées appartiennent à des pentes du pouvoir qui octroient des licences et qui ensuite tuent l'école publique pour permettre de faire de la plus-value sur leurs écoles privées où ils ont des actions. Quand je dis cela, je n'ai pas encore résolu la question, mais dans notre projet, ce que nous voulons faire, c'est déjà ce qu'on appelle le regroupement scolaire. Quand vous avez un village avec une dizaine, une vingtaine d'habitants et un autre d'une centaine d'habitants et que chacun a une école, c'est normal que vous ne pouvez pas avoir de professeurs partout. En revanche, il faut concentrer les écoles entre elles, donc faire des grands groupes scolaires qui permettent de faire primaire, collège, lycée en un bloc, ajouter à cela du transport d'étudiants, du transport scolaire, pour permettre à des voitures, à des bus, d'aller récupérer les enfants dans les différentes localités et les emmener au centre scolaire et évidemment les ramener le soir. Donc il y a une nécessité d'un véritable service public du transport scolaire et du regroupement des écoles. Ensuite, dans le projet, ce que nous prévoyons comme réforme, nous, c'est de regrouper les licences pour permettre que dans le pays, comme ce qui se fait avec la téléphonie mobile, il n'y ait que 3 licences pour créer des écoles privées. De manière à ce que les petites écoles privées telles qu'elles existent disparaissent et sont obligées de se regrouper pour créer des grands groupes scolaires. Et ce n'est qu'avec cette taille critique de grands groupes scolaires que nous aurons suffisamment de moyens, aussi bien dans le privé que dans le public, pour s'occuper des enfants. Donc c'est d'abord cette réforme de l'organisation même du système scolaire, et ensuite, il y a une réforme évidemment des contenus, pour adapter les contenus à ce qui se fait de plus récent. Il est invraisemblable qu'au XXIe siècle, les jeunes étudiants congolais apprennent plutôt la Révolution française que les Trois Glorieuses. Il est invraisemblable qu'aujourd'hui ne soit pas intégré directement, quasiment dès la maternelle, le codage informatique dans les écoles. Il est invraisemblable que le lingala, le kikongo, qui sont nos 2 langues nationales, ne soient pas enseignés aux enfants. Donc il y a un ensemble de corpus idéologiques à ajouter. Et enfin, comme nous savons que le Congo, pour l'instant, traverse une crise et qu'il faudra aller très vite, nous prévoyons ce qu'on appelle des écoles en convention avec l'État. C'est-à-dire que l'État ne gère plus l'enseignement en direct, mais donne des licences à des groupes scolaires. Nous pensons à des partenaires comme les jésuites, les dominicains ou les salésiens. Les salésiens, c'est Don Bosco, qui est très connu au Congo, pour permettre de leur donner un contrat avec l'État et qu'ils gèrent et qu'ils nous emmènent ces prêtres, ces sœurs, ces gens qui ont déjà des niveaux scolaires très élevés, qui sont versés dans l'enseignement depuis plus de 300, 400 ans pour certains, et qui ont cette expertise de l'enseignement des hommes et des femmes, mais surtout qui coûteront moins cher à l'État, puisque payer un prêtre salarié pour enseigner coûtera toujours moins cher que de payer n'importe quel expert venu de l'étranger. Voilà, payer des experts venus de l'étranger. Landry Chitembo, quels sont les liens aujourd'hui avec vos liens, en fait, il parle de ces liens, vos liens aujourd'hui avec Marc Mapingu, qui s'est rapproché de Boukadia pour une conférence internationale? C'est des questions assez récurrentes. Mes liens sont des liens fraternels, des compatriotes. Après, je propose un projet, je propose une vision. Il a le droit de ne pas être d'accord avec et de se sentir beaucoup plus proche d'une autre démarche. Cela ne fait pas de nous des ennemis, cela ne fait pas de nous des étrangers les uns pour les autres. C'est là où je me situe. Et je le redis à chaque fois pour que ce soit très clair. Je suis un libéral convaincu et je crois fermement à la liberté des individus. Donc pour vous, il n'y a pas de problème avec Marc Mapingu? Non, je n'ai pas de problème personnel avec Marc Mapingu. Après, oui, il existe toujours des problèmes plus ou moins d'orientation. Certains voudraient qu'on soit bleu, mais on est bleu ciel et du coup, on ne se parle plus ou on se crêpe le chignon. Ça, c'est la vie des hommes et c'est la vie des projets politiques. Mais personnellement, non, je n'ai pas de problème avec M. Marc Mapingu. Alors, revenons dans la diaspora, puisqu'il y a quelques jours, il y a eu sur les réseaux sociaux un mandat Western Union envoyé de Paris vers le Canada à destination de M. Pongi avec un commentaire Ngombe. Vous avez eu connaissance de ce document, vous en pensez quoi et qu'en dites-vous, André Ngombe? Est-ce que vous certifiez que c'est un document, certains puisqu'on en a remis en doute, est-ce que les informations qui sont les vôtres aujourd'hui, puisque vous étiez concerné, est-ce que vous estimez que ce document était faux? Je ne sais pas si j'étais concerné, mais enfin, au moins
mentionné. Il y a, Après, il y a non. le nom de monsieur, Non, le destinataire. Il n'y a pas de prénom. Oui. Des Ngombe au Congo, il y en a beaucoup. Bon. Je ne suis pas le seul. Enfin. Donc déjà, qui même vient de Paris, avec même orthographe. Même dans l'orthographe, il y en a beaucoup, hein, des Ngombe comme ça. Mais bon, tout ce que je peux en dire, c'est que moi, j'appelle toujours à l'apaisement. Je suis pour que les Congolais se retrouvent. Se retrouvent non pas autour des polémiques, autour de ces choses qui peuvent amuser la galerie, mais autour du fond. La situation, vous l'avez dit, est extrêmement grave. Les étudiants, les élèves font leur entrée de classe dans l'eau. Les grands-pères, les grands-mères, les retraités n'ont pas de retraite ou quasiment pas. La violence continue. Vous avez vu les images de ce jeune qui se fait tirer dans la rue comme un chien. Voilà où je veux que les Congolais puissent réfléchir. Voilà ce que je veux aborder. Cette question, moi, je dis toujours, bon, si c'est vrai, c'est dommageable. Si c'est faux, honte à ceux qui ont fait le faux. Mais à la fin, est-ce que le Congo gagne quand on a fait cela? Et le Congo ne gagne pas, il perd. Et je ne suis pas pour un Congo qui perd, donc je mets le, comme on dit, je mets ma gomme dessus et j'essaie de faire cette réconciliation, de dire avançons. Donc ça signifie que demain vous pouvez vous réconcilier avec celui qui, si vous permettez, celui que vos équipes appellent le youtubeur monsieur Bernard Pongui, qui est au Canada, qui passe son temps à insulter. Mes équipes, je ne crois pas. Oui. Je n'ai pas vu mes équipes dire le youtubeur. Votre chargé de presse, Adieu Kanté, a signé un papier où il parle de youtubeur, monsieur Pongui, qui tente de révélations tous les jours et qui sait tout sur tout le monde et qui finalement reçoit de l'argent pour parler des autres. Déjà, je redis, moi je n'ai pas de problème techniquement avec les gens. C'est aux Congolais d'être libres. Monsieur Pongui est libre de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il fait et même d'être payé pour le faire. C'est sa liberté absolue. En revanche, c'est à ses auditeurs, c'est aux Congolais que je veux m'adresser. S'ils veulent manger des ordures, qu'ils continuent. Moi je ne me nourris ni d'injures, ni d'ordures, ni de violence, ni de haine. Je n'en veux pas. Et donc, s'ils veulent suivre cela, s'ils le prennent pour la vérité, pour l'évangile, c'est leur droit le plus absolu. Mais quelle démocratie cela donnera au Congo? Une démocratie du mensonge, de la diffamation et finalement de la violence. Or, nous sommes déjà depuis 40 ans dedans. Mon objectif, c'est d'en sortir. Donc, ce genre de choses ne m'intéresse pas et j'espère devrait de moins en moins intéresser les Congolais. Voilà, quelque chose qui pourrait intéresser les Congolais, j'espère bien, c'est déjà ce qui se passe au sein de la diaspora. Adrien Ngombe, il y a des hommes et des femmes qui ont été avec vous, qui ont pris leur distance par rapport à votre candidature. Il y en a d'autres que vous avez vus arriver, avancer et partir. Il y a en dernière date, monsieur Blaise Nzonza qui a rejoint le camp de Kiki, vous-même, monsieur Pongui, qui a toujours des choses à dire, vous accuse d'être proche de Denis Christelle Sassou Nguesso. Est-ce que vous êtes retrouvé avec Adrien Ngombe aux côtés de Christelle Sassou Nguesso? Si je me retrouve aux côtés de monsieur Christelle Nguesso, ça sera dans un box d'accusation. Moi, du côté de la défense des intérêts congolais, et lui, du côté de l'accusation. Ça sera notre seule proximité. Ma proximité avec cet individu, ça sera quand je viendrai témoigner du système organisé de malversation, de détournement d'argent et de haute trahison dont il est l'artisan. Voilà la seule proximité que j'aurai avec cet individu. Et donc vous n'aurez pas non plus de proximité avec Henri Blaise Nzonza? Non, au sens où il a sa logique, il a ses convictions, je les respecte, il fait son chemin. Vous avez vu aucune déclaration de ma part face à cela, c'est son droit. S'il trouve que M. Denis Christelle Nguesso, parce qu'il fait du recel de l'argent du Congo, en faisant de la fausse générosité, en distribuant à des fins clientélistes aux populations, il trouve que c'est comme ça qu'on fait de la politique et que ce serait bien pour le Congo, je lui dis, c'est ton opinion et c'est aux Congolais d'en juger. C'est aux Congolais aujourd'hui d'être matures. S'ils veulent des Henri Blaise Nzonza, s'ils veulent des Denis Christelle Nguesso, j'aurais perdu mon combat. En revanche, s'ils pensent que ce n'est pas comme ça que le Congo doit aller, ce n'est pas la bonne direction, qu'ils me rejoignent et qu'ils m'aident à accomplir ce que je suis en train de faire. Mais c'est à eux de décider. Ils sont libres, ils sont vraiment libres, ils doivent se sentir libres de choisir. Une réponse brève à Israël Baba. Pour être candidat au Congo, il faut avoir résidé dans le pays 5 années avant l'élection, donc il ne peut être candidat.
Je ne sais pas jusqu'à quand on répondra à cette question, mais donnez la réponse. C'est l'article 66 de la Constitution donc de 2015 a aboli la disposition des 2 ans de résidence obligatoire sur le territoire. Donc à ce titre, et c'est pour cela, je répète, je suis un être extrêmement logique. Si je n'avais pas les conditions requises pour être candidat, je ne l'aurais pas fait. J'aurais privilégié, comme je l'avais fait dès 2015, j'aurais bien voulu, moi aussi, dès 2015, compétir. Mais je n'avais pas les conditions requises. Et donc, à ce titre, nous avons voulu soutenir à l'époque un acteur de la société civile qui finalement n'a pas été candidat. Et après, évidemment, nous avons poussé les candidats de l'IDC FROCAD. Nous les avons poussés parce que nous-mêmes ne répondions pas aux conditions pour être candidat. Maintenant que nous répondons aux conditions, nous ne voyons pas pourquoi nous allons déléguer cette charge à quelqu'un d'autre. Il y a Edalf Ferid Waloubuta. Bon, enfin. Sire, le logiciel d'accusation du pouvoir est connu. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Demandez-lui donc à M. Ngombe si un jour il rentre au pays et que des armes sont retrouvées à son domicile, comme d'habitude, et qu'il est envoyé en prison, comment se défendra-t-il? Est-ce que vous avez déjà un plan de défense, André Ngombe, par rapport aux accusations? Déjà, j'ai un plan de défense. Mes détracteurs disent que je n'ai pas travaillé, que j'ai pas de maison au Congo. Donc, trouver une maison où j'étais des armes, ça va être difficile. Donc, non, j'ai une stratégie de campagne qui est prévue, qui va me permettre, je l'espère, d'éviter cela. Après, je le dirai jamais assez, c'est à la vigilance des Congolais. Si les Congolais aiment ce que nous faisons, trouvent que c'est pertinent, notre première ligne de défense, c'est les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire, quoi que je puisse préparer, s'il y a des Congolais suffisamment convaincus de l'intérêt national pour empêcher le dépôt d'armes dans un domicile où je serai, c'est à eux de le faire. Et celui à qui on confiera les armes pour venir déposer chez moi, s'il a sa conscience qui doit s'interroger, se dire, est-ce qu'en faisant cela, j'avance déjà ma propre condition et je fais avancer le pays? Alors, j'espère que cela va le décourager à accomplir cette mission. Donc voilà à peu près les dispositions dans lesquelles je suis. Et ensuite, les autres dispositions sont des dispositions d'ordre sécuritaire avec différents partenaires internationaux, locaux, etc. Ça, c'est le travail qui est en cours et qui, je l'espère, devra aboutir. Sir Makosso, donc c'est de la part de Petit Zanaga. Si Andrea peut nous répondre en quelques mots, l'essentiel de son projet politique en matière du développement du Congo. Et il lui faudra combien de temps pour donner au pays une allure de pays émergent? Je le dis dans le projet est très vaste, c'est vrai. Pour certains aspects, peut-être irréalisable dans un mandat de 5 ans, donc j'espère être réélu pour avoir les 10 années. Vous n'avez pas changé de constitution? Non, je ne mange pas de ce pain-là. En revanche, le principal nœud sur lequel nous nous basons, c'est le rééquilibrage des institutions. Nous sommes convaincus qu'une justice réellement indépendante au Congo, un pouvoir législatif réellement fort, rééquilibré, qui contrôle l'action du gouvernement, et évidemment ce qu'on appelle rule of law en français, l'état de droit, va permettre au pays de réellement atteindre le développement. Parce que ce qui freine le développement du Congo, ce n'est pas l'absence d'investisseurs, c'est l'absence de sécurité des investissements. Ce qui bloque le développement du Congo, ce n'est pas la fiscalité, c'est l'absence de prévisionnabilité de la fiscalité. Si à n'importe quel moment, n'importe qui peut venir créer une taxe, une patente, lever un impôt, il est normal que les entreprises n'aient pas de visibilité, donc n'aient pas envie de venir dans ce pays investir. Et évidemment, le dernier point, c'est l'éducation. Donc, s'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée suffisante, évidemment que personne ne viendra. Donc, c'est ces 3 points. Nous espérons mettre en place des réformes rapides sur ces 3 sujets principaux pour permettre en fait de démarrer. Et quitte à ceux qui viendront après de continuer l'œuvre, puisque l'œuvre humaine est par définition inachevée. Donc c'est un programme, pour ce Petit Zanaga il précise, en fait, c'est les grands axes de ce projet politique donc sur 10 ans. Les grands axes, c'est la réforme fiscale, la réforme juridique et la réforme administrative. Donc avec ça, vous êtes sûr que le Congo va rentrer nous avons des exemples, devenir un pays émergent. Nous avons des exemples historiques pour cela. C'est la réforme juridique de Deng Xiaoping sur la possibilité des gens, en tout cas en Chine, d'avoir un capital et d'avoir des investisseurs étrangers dans des zones franches, qui a permis le décollage de la Chine économiquement. C'est la même réforme institutionnelle qui permettait de séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif au Japon, donc après la défaite de 1945, qui a permis le décollage du pays. C'est la réforme fiscale de l'île Maurice qui permet au pays d'être aujourd'hui un des champions. Donc il n'y a pas de secret pour cela. Une fiscalité prévisible pour les entreprises, de la formation pour la main-d'œuvre,
et un système juridique qui permet justement à celui qui est lésé d'aller porter plainte et d'avoir réparation rapidement, ou de créer son entreprise sans contrainte administrative extrême, qui permet un décollage. Donc notre projet c'est celui-là, et après il y a des grands axes de projet. Nous avons parlé de la réforme du chemin de fer, donc il faut plus de chemin de fer dans le pays. L'électricité en commençant par ce qu'on appelle le off-grid, avec du photovoltaïque dans les villages pour permettre aux communautés villageoises de se réveiller et d'avoir de l'énergie. Nous avons parlé de la réforme agraire, mais basée sur ce qui se fait en Europe et ailleurs, ce qu'on appelle des marchés d'intérêt nationaux et internationaux, donc comme Rungis, pour permettre aux gens de produire, mais d'avoir un prix d'achat fixé par l'État, où l'État achète en gros, où les opérateurs achètent en gros et ensuite transforment localement pour permettre de distribuer. Donc organiser la distribution et un embryon d'industrie agroalimentaire. Et évidemment, la convergence avec le grand marché de la RDC qui est notre débouché direct. Et donc, c'est ces différents aspects. Et après, nous rentrons dans d'autres considérations qui sont des considérations culturelles. Donc, réformer et permettre l'émergence d'une industrie culturelle, puisque les Congolais sont des grands chanteurs, sont des professionnels de la danse, sont des professionnels de l'habillement, et ces secteurs ont toujours été déconsidérés. Or, ce sont des moteurs de croissance pour notre pays et pour l'Afrique. Il y a Joachim Kwango. Sur le plan économique, comment envisagez-vous de faire démarrer le pays avec la chute actuelle et interminable de l'ère du pétrole au Congo? Mais je viens de le dire, la chute du pétrole, je ne suis pas sûr. Le Congo a encore beaucoup de pétrole, mais il est mal géré, il est mal négocié. Le Congo, dans la majorité de ses contrats pétroliers, est autour de 15 et au mieux 35% de part dans le contrat. Donc même ce fameux partage de production, nous n'avons jamais eu depuis où le Congo est majoritaire. Donc il faut repartir à la négociation sur un certain nombre de puits pour évidemment avoir cet avantage-là. Ensuite, le Congo a du bois qui pour l'instant échappe complètement à la fiscalité publique, en tout cas dans la grande majorité. Donc il faut trouver des mécanismes, on l'a dit, juridiques, fiscaux, pour permettre à l'argent de repartir dans les caisses de l'État. Et enfin, la seule richesse réelle d'un pays, c'est ses hommes. Donc il faut former, éduquer pour permettre le développement. Mais pour être encore plus précis, je l'ai dit, la réforme fiscale est au cœur même. Actuellement, toute fiscalité comprise, si je me souviens bien du chiffre, on tourne autour de 45 vision basse ou 60% d'impôts au Congo. C'est-à-dire vous prenez les impôts sur les entreprises, les taxes, les patentes, la douane, et toutes ces choses-là font que il y a une surfiscalisation. Et donc les gens ont tendance à vouloir fuir la fiscalité à travers la corruption. Donc si vous baissez la fiscalité, vous enlevez l'effet d'aubaine ou d'opportunité. Ça coûtera moins cher de payer les impôts que de corrompre l'agent fiscal. Donc c'est ces différents mécanismes-là. Après 10 ans, dit monsieur... Non, pas 10 ans, 5 ans et 5 autres années si les Congolais sont satisfaits. Enfin, il dit après 10 ans, il voudra rester, c'est un schéma qui est connu. Mais enfin, c'est toujours monsieur Titembo, on dit Titembo qui dit la chose. C'est des procès d'intention. Voilà, il aura perdu 5 ans pour remettre de l'ordre et je ne vois pas comment il réussira. Non, déjà, c'est pas perdu. Si l'ordre est remis, rien n'est perdu. Aux Congolais de continuer. Nul n'est indispensable. Aux Congolais de continuer. L'essentiel pour l'instant, c'est de mettre le pays sur les rails du développement. Une fois que le pays est sur les rails du développement, je pense qu'il sera difficile de le faire dérailler. Si les juges, avec une bonne réforme juridique, ont du pouvoir suffisamment pour contrôler l'exécutif et que cette fameuse phrase répétée à envie par les Congolais, l'enfant du chef ne va jamais en prison, devient une histoire du passé, l'état d'esprit des Congolais aura changé. Or, c'est d'abord dans l'esprit des gens que doit naître l'envie du développement. Le développement est d'abord une affaire culturelle. C'est d'abord dans les esprits que doit naître le développement. Ensuite, les effets matériels du développement ne sont que secondaires. Si dans la tête, ce que nous voulons est clair, ce que nous énonçons est clair, le reste en découlera. Une question concernant la diplomatie sur M. Giscard Ibara-Mieré. Il y a quelque temps, M. Nzaba Dionne-Binit, qui était sur notre plateau ici, s'attribuait les couacs diplomatiques du Congo aux USA. Aujourd'hui, c'est le cas de M. Ngombe. Peux-tu nous citer quelques réussites diplomatiques et son niveau d'implication? Bon, après, je ne sais pas si je me suis réclamé
de fait. Déjà, la formulation me dérange un peu. Non, j'ai dit que j'ai contribué à l'échelle de plusieurs autres. C'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit que c'est de mon fait uniquement. Et je serais bien mal à l'aise de mesurer quelle est mon implication complète. En revanche, ce que je peux dire, et je sais, et je peux demander à M. Miret d'aller le vérifier lui-même, qu'il tape simplement, rencontre Trump Sassou Nguesso, et il regarde quel est l'individu qui a parlé ce jour-là sur cette affaire dans les médias internationaux. Et pourquoi cet individu précis a été contacté et pas un autre. Donc, au-delà du fait de dire, j'ai des éléments tangibles, la rencontre Sassou-Trump a été un fiasco, du fait que nous avons avancé des arguments, en tout cas dans ce que j'en sais de ma participation à l'équipe de campagne du président élu de l'époque, le président Donald Trump, pour dire que l'individu qui se présentait simplement comme négociateur de la crise libyenne était en réalité un dictateur africain. Et nous avons donné le pédigré de la personne et l'équipe de Trump en a décidé autrement de dire bon, nous ne voulons pas rencontrer cet individu. Donc nous avons simplement fait notre travail d'information. Après, la décision évidemment est une décision prise souverainement par l'équipe du président élu. Donc voilà notre contribution, et la Deutsche Welle nous a contactés dans ce sens, et le journal Quartz Info, un journal américain, avait publié le fameux article qui est ce répugnant homme fort que Trump va rencontrer en premier. Donc ce sont des arguments que nous avions avancés, etc. Donc voilà nos contributions. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, ce serait inutile de les étaler, ce ne serait pas efficace, et ce serait minimiser le travail d'autres personnes. Nous n'avons pas été les seuls à le faire, mais en tout cas, pour ce qui est de ma participation, je peux citer ça comme vraiment un des moments les plus... Vous parlez du travail d'autres personnes, André Gombe, Landry Titembo toujours. Que pensez-vous du combat des indignés du 242 ? Je l'ai toujours dit, et vous avez dû me voir, pour la petite histoire, le début des indignés, j'y ai participé. J'ai participé même au choix du nom amical, qui fait, pour ceux qui l'oublient, l'écho à l'amical de André Denard-Matsoi. Donc c'est pas rien comme symbolique, et j'ai toujours dit je suis pour toutes les dynamiques positives. Du moment où ils font un travail et que ce travail est positif et fait avancer le combat, je félicite, j'aide comme je peux, discrètement, aussi discrètement que possible, pour ne pas être accusé de vouloir faire de la récupération politique du combat des autres et de leurs efforts. S'ils font un effort et qui est bien, j'applaudis. En général, quand c'est mal, je me tais pour ne pas créer des dissensions, et point final. Non, je n'ai, à part dire continuez les gars et faites ce que vous avez à faire, je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Voilà, nous, ce qu'on peut vous dire de plus, on va faire ce qu'on a à faire, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien. Alors, il y a eu toute une dernière question de monsieur Edalphe Fred de Walloubuta. Si le candidat Ngombe peut nous dire quels seront les secteurs prioritaires dans son programme, car vu le cas actuel, il est impossible de s'attaquer à tous les secteurs au même moment, même avec 2 mandats. Donc il vous en faudra sans doute 3 ou 4. Non, même pas, parce que nous avons l'opportunité de vivre une époque formidable, qui est une époque avec les outils du web social qui permettent d'aller plus vite que par le passé. Aujourd'hui, le Congo a d'abord besoin de réparer ce qu'on appelle son système d'information. C'est-à-dire nous ne savons pas combien nous sommes, nous ne connaissons pas combien le pays gagne, nous ne savons pas où sont les secteurs de force, de faiblesse, etc. Donc, l'une des priorités, c'est la refonte du système d'information de l'État, donc du système statistique de l'État, du système de contrôle des populations, du système d'identité. Donc, une fois que vous avez fait cette première réforme, avec quelques réformes d'urgence qui sont celles de l'eau et de l'électricité, vous avez quelque chose qui peut fonctionner. Donc, si en 5 ans, et en fait réellement, vu la population, 5 millions de gens, c'est quelque chose qui se fait en 6 mois. Avec des partenaires qui peuvent être comme Google, Facebook ou autres, vous avez aujourd'hui des outils extrêmement puissants pour pouvoir compter, mesurer et archiver. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un outil de décision. Parce que vous savez combien il y a de Congolais, combien sont très pauvres, combien sont très riches, le nombre d'hôpitaux qu'il faut, et là vous pouvez planifier la construction. Donc aujourd'hui nous avons ces outils-là, mais il nous manque les hommes et la volonté politique. Donc ce que nous cherchons nous, c'est les hommes et la volonté politique. La partie des outils de mise en œuvre existe. Et vous avez vu, en moins de 8 mois, un homme d'un pays de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie, a redémarré tout un pays. Si, en 8 mois, il a redémarré 100 millions de gens... Avec à la clé un prix Nobel de la paix. Voilà.
en 5 millions de personnes, faites le calcul, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est la réforme des esprits congolais. L'acceptation de laisser derrière nous les contentieux, se réconcilier. Dans certains cas, pardonner. Dans d'autres, juger. Mais vraiment, résolument se tourner vers l'avenir. C'est ça qu'il faut dans la mentalité congolaise. Voilà, nous allons nous aussi nous tourner vers l'avenir puisque nos programmes doivent continuer. À 15h, je vous rappelle donc que je vais recevoir ici Maître Saïd Souma, donc avocat guinéen, avec lequel nous allons aborder la question d'actualité concernant la Guinée, même si on l'a effleuré avec mon invité en ce moment, André Ngombe. André Ngombe, merci. Je rappelle donc que vous serez à Lyon le week-end, le dimanche prochain. Hein, samedi prochain. Pardon, le samedi 26. Mais un dernier mot, c'est quand même des mots de condoléances au général Mokoko qui a perdu sa mère, et de condamnation ferme des propos odieux tenus par un personnage très trouble de la diaspora, qui s'est permis, malgré cette étape de deuil, de faire comme toujours, je dis, cet évangile de la haine, une comparaison entre les morts du poule et la mort d'une mère dont le fils unique est emprisonné pour la cause commune. Donc nous condamnons les propos et nous, évidemment, nous adressons nos condoléances à la famille et au général Mokoko. Alors juste pour contextualiser, les propos ont été tenus par monsieur Tony Moudilou, qui est donc le premier ministre de monsieur Marcel Makome, et ceux-là, c'est des propos qui ont été rendus publics sous forme d'audio sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les trouver afin de vous faire votre propre opinion. Merci encore, Adrien Ngombe. Merci à vous. Voilà, donc je rappelle que vous serez à Lyon le 26 donc entre 16h et 18h pour une rencontre publique avec la diaspora à Lyon. Donc tout le monde est invité, majorité, opposition, centriste, extrême gauche, extrême droite, enfin tous les Congolais sont invités pour vous rencontrer et discuter avec vous. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à l'équipe du jour, merci à mon invité, merci à vous aussi, toujours aussi nombreux sur le programme de Zona TV. Restez connectés puisqu'à 15h, nous serons sur la Guinée et surtout pour comprendre la situation actuelle. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.